On va donc ce soir traiter d'un thème qui est au centre, au fond, de notre vie, qui est la relation aux origines. Puisque lorsque l'on pose notre réflexion sur la notion du respect des parents, évidemment, c'est avant tout une réflexion sur la relation que nous avons avec ce qui est à l'origine. En l'occurrence, ne serait-ce que biologiquement, eh bien, nous savons très bien que l'origine, en tout cas, démarre au niveau de nos parents. On va essayer d'explorer ensemble ce que la Torah a à dire là-dessus. Et évidemment, pour cela, analyser les textes, voir les mots qui sont utilisés à l'intérieur de ceux-ci, pour mieux comprendre véritablement ce que la Torah a à nous dire sur ce sujet. Alors, je vais vous demander de faire un travail qui est important, surtout dans ce domaine. C'est, si on peut leur dire à côté de se taire, parce que un travail donc de se revirginiser l'esprit. C'est-à-dire de faire en telle sorte de mettre de côté tout ce que l'on croit sur ce sujet. Parce qu'une des grandes difficultés que l'on a lorsque l'on aborde des sujets auxquels on est confronté de manière régulière, c'est qu'on nous a déjà transmis un certain nombre d'idées sur cela. Et donc on va penser à travers ce qui nous a déjà été transmis. Alors ce qui est important pour nous, c'est d'aller voir la source, d'aller voir le texte, et non point de nous référer à ce qu'on nous a dit des choses. Et je vais vous donner un exemple qui est le plus classique dans la relation à la pratique religieuse. Je rentre tout de suite dans ce sujet, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez souvent des personnes qui vont invoquer l'obligation du respect des parents pour demander à leurs enfants de ne pas s'engager dans une pratique religieuse qui pourrait éventuellement leur poser problème. C'est-à-dire, que fais-tu du respect des parents? Et là, vous avez envie de leur dire, mais soit le respect des parents est inscrit à l'intérieur de la loi, et donc tu ne peux pas invoquer une fraction de la loi pour pouvoir faire disparaître une autre partie de la loi. Vous voyez, c'est un petit peu le paradoxe. Et très bien, non, attendez, c'est pour le respect des parents. Oui, mais, et donc? Comme si à un moment, on commençait à dire que le respect des parents serait un élément qui serait instrumentalisé pour imposer à nos enfants notre volonté, même lorsque celle-ci irait à l'encontre de la loi qui elle-même t'a dit de respecter tes parents. C'est un petit peu ça le truc. Donc, on va rentrer tout d'abord à l'intérieur du texte de la Torah et voir le premier lieu dans lequel on nous parle de cette obligation de kabed et avicha vet imecha, c'est-à-dire littéralement d'honorer et avicha et ton père, ve et imecha et ta mère. Et déjà là, on va remarquer quelque chose d'intéressant, c'est que la notion de parent n'existe pas. On ne va pas ici dire les parents, on va dire le père et la mère. Et plus tard d'ailleurs, quand on va parler de yira, que l'on traduit très imparfaitement par la crainte, mais on va retravailler sur la traduction exacte du texte, eh bien on va nous dire ish, l'individu, imo aviv, sa mère et son père, tira où vous craindrez. Donc on va voir qu'il y a la mère, le père, la mère, mais on ne voit pas cette notion de parent. Donc ça, c'est déjà un premier point qu'on va garder dans un coin de notre tête. Et puis, après, on va s'arrêter sur le mot. Kabed et avicha. Kabed, honore. La question est de savoir, c'est quoi honorer? Si on vous dit, il faut honorer quelqu'un, concrètement, comment ça s'exprime? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait imaginer que chaque personne aurait sa vision de ce que veut dire honorer l'autre. Je l'honore, mais de quelle manière? Je me lève devant lui, je l'applaudis, que sais-je? Alors, on va reprendre le terme de kabed et on va voir quelle est son origine. Vous savez que l'hébreu a ceci de particulier, c'est que c'est une langue consonantique. C'est-à-dire, vous n'avez que des consonnes, vous n'avez pas de voyelles. Et donc, la lecture du mot peut être multiple parce que vous pouvez le voyelliser de manière différente. Un des exemples les plus intéressants, les plus amusants, c'est, vous savez, que la Torah nous dit que l'on n'a pas le droit de consommer du lait et de la viande. D'accord? En vérité, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué Lo tebashel gedi bachale vimo. Tu ne cuivras pas le chevreau dans le lait de sa mère.
Déjà, on ne nous parle pas de consommation, on nous parle de chevreau, de la mère du chevreau, donc rien que ça déjà, aucun moment il y a marqué dans la Torah, tu ne peux pas consommer, tu ne peux pas cuire. Mais même le mot chalev, qui veut dire le lait, en vérité, tu as voyélisé ces 3 lettres, chet, lamed, bet, chalev, chalev. Mais moi, je veux le voyéliser autrement. Je peux voyéliser, si je le désire, non pas chalev, mais chelev. Et chelev veut dire la graisse. Et ça serait entendable. Tu ne cuiras pas le chevreau dans la graisse de sa mère, ce qui serait au passage un élément intéressant au niveau de savoir faire une cuisine un peu light. D'accord? Et ça s'entend. Si je n'ai pas une tradition, une transmission qui me dit comment je dois voyéliser le texte, vous voyez qu'à un moment, je peux réorganiser les choses. Ce qui est sûr, c'est que l'absence de voyelles va nous permettre de faire émerger d'autres lecture des mêmes consonnes qui nous permettra de mieux comprendre le sens premier du mot que l'on est en train d'analyser. Donc je vais prendre le mot kabed. Mais kaved, qui veut dire honoré, c'est aussi un terme qui veut dire lourd. Quelque chose qui est kaved. Quelque chose qui est kaved, c'est quelque chose qui est lourd. Par opposition au terme kal, qui veut dire léger. Et donc, quand on nous dit « Kabed et avicha et imecha » honore et ton père et ta mère, on est en train de nous dire « Kabed » fait que les choses aient du poids. Traduit de manière différente, donne-leur du poids. Et c'est intéressant parce que, au fond, quel est le but lorsque l'on est en train d'honorer quelqu'un? Soit on honore une personne parce que c'est une manière pour nous de la manipuler. Dans ce cas-là, ce n'est pas l'honorer, mais c'est tout simplement la flatter. Comme vous êtes joli, comme vous êtes beau, le ramage, le plumage, d'accord, on connaît. Donc, quelque part, j'ai une posture ou des mots qui lui donnent l'illusion de représenter quelque chose, parce que justement, pour moi, elle ne représente rien si ce n'est une ressource que j'ai envie d'exploiter. Donc, paradoxalement, quand j'honore, mais ce n'est pas honorer, c'est flatter, je révèle le peu d'importance qu'a la personne qui est en face de moi, vu que les mots que je prononce sont là pour me l'approprier, pour m'en servir comme ressource. Donc, il faut croire que la notion d'honorer, c'est donner du poids à l'autre, non point parce qu'à travers les mots que je prononce, ça va me permettre de créer une forme de relation dont je serai à terme le bénéficiaire. Ça, c'est la flatterie. Mais donner à l'autre du poids, c'est lui faire prendre conscience de ce qu'il représente par rapport à moi, sans que les mots que je prononce soient là pour définir une nouvelle relation avec cette personne. Honorer quelqu'un, c'est lui donner du poids. C'est-à-dire lui révéler qu'il a une valeur et qu'il a une importance en tant qu'individu. Et c'est intéressant parce que on a tous besoin, pour grandir, d'avoir d'abord conscience que l'on a une valeur et que l'on représente quelque chose. C'est un point dont on a tous besoin. Alors, la question va être de savoir, dans le monde des relations humaines, quand on dit par exemple « respecte ton conjoint », ça je le comprends. Parce que mon conjoint a besoin de savoir qu'est-ce qu'il représente pour moi, quelle est sa place, quelle est son importance, quelle est sa valeur, à travers le fait que quand il me parle, je l'écoute réellement, je ne suis pas en parallèle en train de faire autre chose. D'accord? Même, c'est bon, ça va, je t'écoute, ouais, d'accord. Mais si c'était quelqu'un d'autre, tu l'écouterais autrement. D'accord? Donc ça, au fond, nous, on a une chance incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on a un portable que l'on peut fermer pour révéler à l'autre sa place et son importance. Je ne parle pas de ceux qui sont en train de tapoter ici parce qu'ils prennent des notes. Donc pour moi, c'est pas de ça. Parce que parfois, les gens ils pensent que je fais une allusion. Non, pas du tout. Parce que j'ai appris que le portable, on l'utilise pour prendre des notes. Mais, donc c'est à la limite, dans le monde des relations humaines, je peux comprendre l'importance de révéler à l'autre son poids et sa valeur parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on représente pour l'autre. La posture que j'ai face à toi, l'exigence de comportement que j'ai de par ta présence,
te révèle l'importance et la valeur que tu as à mes yeux. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, je n'aurais peut-être pas cette posture. Je m'exprimerais peut-être différemment. Ça, c'est dans le monde des relations humaines. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de savoir ce que je représente pour l'autre. Maintenant, c'est quoi dans le monde de la relation de l'enfant vis-à-vis du parent? Serait-ce à dire que le parent a besoin de savoir quelle est la place et l'importance qu'il a aux yeux de l'enfant? Ce qui, au fond, pourrait poser à terme un problème, ça serait une forme de relation presque de dépendance. J'ai besoin que tu me rassures sur la place que j'occupe par rapport à toi. Et c'est vrai que c'est tout l'enjeu de ce qui se joue dans le monde des relations, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc on ne va pas l'aborder. On va se restreindre donc sur ce qui se joue au niveau de la relation aux parents. Eh bien oui. Eh bien oui. Pourquoi? Parce que l'enfant, lorsqu'il naît, vit une expérience qui est absolument incroyable, mais qui à terme peut être terriblement toxique. C'est de penser qu'il est au centre de l'univers et que l'univers n'est là qu'à son service. C'est l'expérience que nous avons toutes et tous vécue lorsque nous étions nourrissons. Lorsque nous étions nourrissons, nous avons toutes et tous vécu cette expérience d'être au centre et d'avoir un monde adulte complètement tourné vers nous. Répondant à toutes nos sollicitations, même si on ne les exprimait pas de manière claire. Tu pleures, tu cries. Il y a l'adulte que sont les parents de se débrouiller pour comprendre ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Et donc est inscrit à l'intérieur de l'expérience de l'enfant cette idée que le parent n'est là qu'à son service. Et c'est pas bien. Essayez d'imaginer, vous arrivez quelque part en tant que petit adulte, et puis, dès que vous faites « Ah !» tout le monde vient, vous avez besoin de quelque chose? Et c'est systématique. Et quand tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Quand tu veux dormir, tu dors. Pour toi, c'est normal. C'est normal. Donc, toute la notion de Kabed et Tavir Chavet Imecha, en point de départ, c'est quoi? C'est qu'il va falloir désinscrire chez l'enfant cette notion de toute puissance et d'être au centre, de comprendre que cette expérience n'est qu'une étape, mais qu'il va d'abord devoir faire ce premier travail, qui est de donner du poids aux parents à travers quoi? Comment est-ce que vous savez que vous avez de l'importance par rapport à l'autre? Comment vous avez conscience? C'est qu'on tient compte de votre parole. C'est que les mots que vous prononcez, on ne les met pas de côté. On les entend, voire même on est prêt à y répondre. Non point dans une relation d'obéissance. Mais regardez, dans une relation interpersonnelle classique, si quelqu'un vous dit quelque chose, aimez son opinion, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre à minima? Tiens, c'est intéressant. Même si par la suite, nous n'adhérerons pas nécessairement à la parole de l'autre, mais on lui a donné du poids et de l'importance. Et à travers le fait de lui avoir donné du poids et de l'importance, on a révélé à l'autre le fait qu'il a une importance. Regardez, si quelqu'un ici me pose une question, je dis « Oh bon d'accord, j'ai pas été méchant. J'ai pas été méchant. » Mais quelque part, je dis « Ta parole vaut rien. » Donc quelque part, si ta parole vaut rien, tu es sans doute aussi quelqu'un qui vaut rien, d'où l'expression « un vaut rien ». D'ailleurs, le vaurien, qui est souvent celui qui va faire tout et n'importe quoi, c'est le fruit d'un monde dans lequel il a eu l'impression qu'il ne valait rien. Et quand tu grandis dans un monde dans lequel tu as l'impression que tu ne vaux rien, quelque part, tu valides, vous allez voir que je vaux rien. C'est-à-dire cette croyance que vous avez eue de moi, je vais la valider à travers une suite. Je ferme cette parenthèse. La notion donc du respect des parents, ça va être d'inscrire chez l'enfant le fait que ce qu'il croyait être normal n'est pas normal, ce n'est qu'une étape, et qu'il va devoir donc maintenant reconnaître la place et l'importance que jouent ses parents à l'intérieur de sa propre histoire. Ça va être donc le point de départ.
Et donc la Torah va me dire Kabed et avicha v'et imecha. La Torah va me dire honore et ton père et ta mère, c'est-à-dire sache que chacun d'entre eux étant différent, il va falloir que tu comprennes comment tu vas révéler à l'un et à l'autre l'importance qu'ils ont à tes yeux de par la conscience que tu vas avoir de la place qu'il occupe dans ton histoire. Donc on nous demande de réfléchir comment je révèle à l'autre la place et l'importance qu'il occupe à l'intérieur de mon histoire, mais en réfléchissant sur sa singularité et sur ce dont il a besoin d'entendre ou le comportement qu'il a besoin de voir à son égard. Ce qui est sûr, c'est que le respect, ce n'est pas l'obéissance. Obéir, ce n'est pas ça l'enjeu. Moi, qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression, en tant que parent, de représenter quelque chose pour mon enfant? Ce n'est pas lorsqu'il m'obéit, parce que généralement, s'il m'obéit, c'est que je suis dans un rapport de force à mon avantage. Quand vous êtes dans un rapport de force à votre avantage, évidemment que l'autre va obéir, il n'a pas le choix. Ce qui m'intéresse, c'est le regard qu'il porte sur ce que je suis, à travers le poids qu'il donnera à ma parole, lorsqu'il ne sera plus dans ce rapport de dépendance. C'est-à-dire lorsqu'il sera déjà dans une indépendance, le moment dans lequel il peut réfléchir et prendre ses décisions tout seul, et qu'il montre que ma parole est importante pour lui. C'est ça au fond. C'est-à-dire que notre erreur numéro 1, c'est de penser que c'est l'obéissance qui est l'expression de ce que l'on appelle le respect. Pas du tout. L'obéissance, c'est un système qui n'existe que dans un monde où le rapport de force est à l'avantage d'un des deux protagonistes. C'est pour ça que je t'obéis. Et c'est souvent l'erreur que font bon nombre de parents. Et c'est vrai qu'ils sont dans l'illusion du respect, alors qu'en vérité, ils ne sont que dans le monde de l'obéissance. Et d'ailleurs, on le voit bien. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant, quand il est petit, il obéit? Parce qu'il a peur de perdre ce dont il a besoin pour vivre, et ce dont on a tous besoin pour vivre, c'est quoi? De ne plus avoir de vitamine A, c'est-à-dire d'amour. On a besoin de se sentir aimé. Or, quand l'enfant est petit, les seuls dispensateurs d'amour, a priori, c'est qui? C'est ses parents. Mais le jour où il arrive vers la préadolescence, et que pour la fille, elle se rend compte que si elle commence à faire un peu ça, les garçons lui donnent l'illusion de l'aimer, et réciproquement, comme par hasard, la relation n'est plus la même. Pourquoi? Parce que je crée une forme de pseudo-indépendance au niveau de l'amour. Comme d'autres peuvent m'aimer, je n'ai plus peur de ne plus être aimé de mes parents. D'ailleurs, il y en a qui sont dans une stratégie d'exploitation de ce besoin de se sentir aimé de quelqu'un d'autre que les parents pour pouvoir capter l'autre, mais ça, c'est déjà un autre problème. C'est encore une autre difficulté. Et au fond, c'est ce qui fait que souvent les relations, les premières relations amoureuses, ne sont pas du tout des vraies relations amoureuses. C'est tout simplement une manière pour moi de recevoir ce dont j'ai besoin en prenant de la distance par rapport au système dans lequel je suis. Je ferme cette parenthèse parce qu'on va maintenant rentrer un peu plus dans le concret, mais il faut quand même poser un petit peu le concept. Vous savez, c'est important de comprendre qu'est-ce que la Torah est en train de me dire. Donc, respecter, c'est donner du poids. Évidemment, pour être respecté, il faut être respectable. La grande difficulté que l'on a, c'est lorsque les parents n'incarnent pas l'adulte qu'ils sont censés être par rapport à nous, il va falloir qu'on leur donne du poids, ne serait-ce que parce qu'ils sont à la source de notre existence. Ils nous ont donné à minima ce dont on a besoin pour vivre. C'est-à-dire, ils nous ont donné à manger, ils nous ont donné à boire, ils nous ont permis d'exister physiquement. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple de ressentir du respect pour un adulte qui ne se respecte pas, pour un adulte qui n'a pas décidé d'assumer sa dimension d'adulte. Ce n'est pas simple. Il va falloir donc chercher à l'intérieur de l'histoire qui nous relie les éléments qui nous permettent de lui donner du poids, c'est-à-dire de lui révéler son importance de par le fait qu'il est à la source de notre venue dans le monde. C'est pas simple. C'est la raison pour laquelle la Torah ne nous demande pas d'aimer nos parents. Elle te demande juste de les respecter. Si tu peux les aimer, c'est bien. Pourquoi? Parce que pour la Torah, l'amour, c'est quoi?
C'est le sentiment que tu as vis-à-vis de quelqu'un qui te donne les moyens de t'épanouir. Aimer quelqu'un, c'est vouloir lui donner les moyens de s'épanouir. Je ne vais pas vous faire le développement maintenant, ce n'est pas le sujet. Mais évidemment, ça prend sa source dans les textes. C'est ça qu'on dit aimer Dieu. Parce que Dieu est à la source de ce qui nous permettra de nous épanouir. C'est-à-dire que la Torah envisage l'idée que des parents ne puissent pas être à la source de l'épanouissement de l'enfant lorsqu'ils ont décidé de faire de l'enfant la projection de leur propre désir, celui qui va nourrir leurs besoins narcissiques et qui, lorsqu'il ne correspond pas à leur attente, est mis de côté, c'est-à-dire s'inscrit dans un monde d'amour conditionnel. Je ne peux pas aimer. Dans la définition amour de la Torah, bien sûr, évidemment. Évidemment qu'il y a un lien affectif, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a un lien affectif. Mais la Torah, de manière très intéressante, à travers le choix du mot kabed, nous dit ça, tu n'as pas le choix. Parce que donner du poids à ceux qui t'ont donné la vie, tu es obligé. Parce qu'ils t'ont donné la vie, t'ont donné des choses objectivement qui sont là. Réussir à les aimer, on te le souhaite. Mais je ne peux pas t'obliger. Parce que si tu ne t'es vu que dans la projection de leur propre désir, et comme disait l'autre, j'aurais voulu être un artiste, comment tu fais? Pas simple. Alors évidemment, il y a la manière de juger positivement, qu'on est parfois projection, parce que pour eux, c'est une manière de réparer leur passé. Tu seras médecin, mon fils, d'accord? Ou tu seras rabbin. Les gens qui ont fait un retour au judaïsme et qui veulent que leurs enfants soient ce qu'ils auraient rêvé d'être au même âge. C'est dans tous les univers, évidemment. Mais ça, c'est une interprétation déjà un peu psy sur laquelle il faut être un peu vigilant parce qu'on ne devient pas psy de prise unique du jour au lendemain. Mais néanmoins, c'est ce qu'on doit avoir en tête. Alors, de manière concrète, qu'est-ce qui se passe? On a en vérité un vrai travail à faire. Le vrai travail que nous devons faire, c'est de réussir à être en focale sur les éléments qui nous permettent d'avoir la relation dont ils ont besoin, alors que par ailleurs nous voyons des éléments qui parfois sont dysfonctionnels. Et ça, au fond, c'est sans doute ce qui permet d'être dans l'expression du respect, parce que nous allons faire le choix de regard sur des éléments qui vont nous permettre d'exprimer ce respect. Mais c'est pas simple toujours. C'est pas simple parce qu'on a parfois des parents qui ne sont pas encore adultes, qui ont des comportements qui, quelque part, nous bouleversent. C'est pas simple. Paradoxalement, c'est là où on nous demande d'avoir une posture d'adulte, qui est d'être en focale sur les éléments qui vont, d'avoir une lecture haute de leur dysfonctionnement en essayant de les juger positivement, c'est-à-dire de ne pas voir dans les dysfonctionnements de l'autre l'expression de quelque chose de petit, mais d'une difficulté non réglée, ce qui n'enlève en rien la problématique que ça nous pose. Mais ça me permet, en la comprenant, de la vivre différemment. C'est-à-dire ces parents qui, par exemple, nous enferment. Ou ces parents qui, au contraire, nous ouvrent des portes beaucoup trop grandes, beaucoup trop tôt. Vas-y, mon fils, éclate-toi, t'as 15 ans. Bah, si vous faites à 15 ans, quand on te propose de open bar, ou une fille à 17 ans, vas-y, vis ta vie. Et la mère, elle a envie de revivre sa jeunesse à travers sa fille. Ou le père a envie de revivre sa virilité à travers le fait que son fils devient conquérant de chair fraîche. C'est pas très, très bon. C'est même un peu toxique. Chercher à comprendre ne justifie pas, mais permet de vivre les choses de manière différemment. C'est-à-dire que on va relativiser des réalités qui parfois peuvent nous poser problème chez le parent et se focaliser sur les points qui nous ont nourris et à partir de cela, leur révéler cette action, leur révéler, pardonnez-moi, ces dimensions de reconnaissance que j'ai vis-à-vis d'eux. C'est pas simple. C'est-à-dire que cette mitzvah, ce commandement de la Torah d'être dans le respect des parents, pour beaucoup de personnes n'est pas simple à mettre en place, parce qu'il peut y avoir une colère vis-à-vis des parents, parce qu'il peut y avoir ce manque d'avoir cette absence de l'adulte que l'on espérait voir en eux. Il y a eu parfois chez eux des postures dysfonctionnelles à notre égard, un non-désir de nous comprendre et de voir dans nos révoltes l'expression d'un appel. C'est pas simple. Bienvenue au club des êtres humains. Et c'est vrai que c'est pour cela que c'est une mitzvah qui est tellement importante. Parce qu'au fond, elle exige de notre part d'avoir un regard tel que la Torah nous demande sur l'existence.
c'est-à-dire de ne pas être dans un besoin de cohérence absolue dans le fonctionnement de l'autre par rapport à nous, d'accepter de voir dans ses difficultés non pas l'expression de son identité, mais d'éléments sur lesquels il devrait travailler, de voir en premier lieu les choses positives et à travers cela donner à l'autre l'énergie de pouvoir progresser parce qu'on a mis en exergue ces éléments positifs. On passera aux questions après. À partir de là, on va commencer donc à mettre en place un petit peu ce système. On passera aux questions dans un quart d'heure. Je préfère terminer le propos. Une fois que ce travail, on va le faire. Alors, comme vous voyez, c'est un sacré travail. Moi, je propose un truc très simple pour le faire. C'est de se dire si au fond, demain, on voulait condamner nos parents. Quelqu'un dit « Oh, tes parents condamnés 40 coups de bâton ». Quelles seraient les choses que l'on dirait d'eux pour demander d'adoucir la peine? Comme par hasard, on aurait des éléments qui nous reviendraient en mémoire de ce qu'ils nous ont fourni, de ce qu'ils nous ont donné. Eh bien, c'est cela qu'il faut essayer de faire, c'est-à-dire de garder à l'esprit toutes ces choses-là qui nous permettront d'avoir cette relation de respect vis-à-vis d'eux. Alors évidemment, la question est la suivante. Comment vais-je faire lorsque la parole du parent m'empêche ou j'ai l'impression qu'elle va m'empêcher de créer l'histoire qui est la mienne? Il y a 2 points sur lesquels la Torah me dit tu peux, entre guillemets, la mettre de côté avec élégance, mais quelque part dont tu n'es pas obligé de tenir compte. C'est quand tu vas étudier la Torah et quand tu veux te marier. C'est-à-dire un parent qui, au nom du respect des parents, voudrait empêcher un enfant d'aller à l'étude, n'a pas à être écouté. Évidemment, un parent qui demanderait à un enfant de transgresser la loi ne peut pas le faire, parce qu'il est lui-même aussi assujetti à la loi. Et d'ailleurs, c'est ce que le verset nous dit, Ishimo baviv tiraou et chaptotai tishmoru. Un individu, sa mère et son père, il craindra, c'est-à-dire il leur donnera vraiment de l'importance, et vous garderez mes shabbats. Quel rapport? Oui, le verset, quel rapport? Les parents et le Shabbat. On te dit, si ton père ou ta mère te dit transgresse le Shabbat, tu lui dis, mais tu es assujetti à l'observance du Shabbat comme moi, donc tu ne peux pas instrumentaliser la loi A pour m'obliger à transgresser la loi B. Et c'est vrai que parfois on a une forme de manipulation parentale, de chantage affectif, avec des mots, si c'est ça ta religion. Quelque part, ce que je vais dire est un peu cruel, vous allez donc le relativiser. Mais si c'est ça le seul argument que vous avez amené, c'est un peu pathétique. Si des parents, le seul argument qu'ils peuvent amener, c'est « t'as vu ce que ta religion, elle te fait, tu respectes plus tes parents », je peux le faire avec tous les accents, hein. Quelque part, il y a quelque chose de pathétique. Ça veut dire qu'au fond, t'as plus grand-chose à dire. Et si c'est ta seule manière à toi de mettre de côté le fait religieux qui te dérange, c'est qu'au fond, t'as pas d'autres arguments. Donc tu joues sur un système de culpabilisation. Or, la culpabilisation est à l'origine des manipulations. Et la manipulation est l'expression de la faiblesse de la parole de celui qui l'utilise. Parce que tu joues sur un sentiment et sur quelque chose qui peut faire mal. D'ailleurs, c'est ce que certains rabbins font parfois. En jouant sur la culpabilisation, ils veulent amener l'individu à aller s'inscrire dans une relation au judaïsme. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça marche. De la même manière que dans le monde de la famille, on ne joue pas sur la culpabilité pour obtenir ce que l'on désire. Si tu as besoin de jouer sur la culpabilité, c'est que quelque part, ta parole n'a pas de poids, soit parce qu'elle n'est pas audible, parce qu'elle n'a pas de sens, soit parce que toi-même, tu ne représentes pas ce qui est nécessaire pour que l'autre puisse donner du poids aux mots que tu prononces. C'est notre histoire à tous. Hein. C'est notre histoire à tous. Et évidemment, on ne peut avoir que presque envie de dire de la peine pour des parents qui en sont réduits à ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas encore passé au niveau de la relation et des mots que l'on peut échanger. Donc, sur ces 2 choses-là, on te dit, non. Alors, avec beaucoup d'élégance, de gentillesse, pourquoi? Parce que la Torah, j'en ai besoin comme point de référence. Tu ne peux pas m'empêcher d'accéder à la référence. Et la relation amoureuse, si véritablement tu penses qu'elle est toxique et que tu es obligé, pour m'empêcher d'y aller, d'utiliser un rapport de force,
c'est que la relation toxique, c'est sans doute la conséquence de l'absence de relation entre nous. Parce que sinon, tu ne serais pas obligé de m'imposer. Si je suis obligé de t'imposer, c'est que quelque part, il n'y a pas encore eu de relation, on ne se parle pas. Alors, évidemment, je pense que des parents qui voient un enfant rentrer dans une relation qu'ils peuvent juger toxique, on doit être capable de se parler. Et pour les parents, d'examiner si c'est au fond pas la projection de leur désir inconscient qui joue ici. Tu n'es pas le gendre ou la belle-fille idéale parce que tu n'as pas fait HEC, tu as fait KHLM par exemple, d'accord? Donc quelque part, ce n'est pas pour moi le symbole de la réussite. Et évidemment, là, il y a des choses à se dire. Ça, c'est encore un autre sujet. Hein. Ça, c'est encore un autre sujet, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais sur ces deux choses-là, aucune obligation de vous écouter. Mais ça veut dire qu'il y a un problème déjà dans la relation. Sur le reste, la question, elle doit être, au fond, qu'est-ce qui me dérange? Non, ce soir, on mange de la pizza. Ok. Je préfère que tu nous accompagnes en vacances. Nous. Alors, c'est vrai que parfois, c'est un peu énervant. Mais sur le reste, à la limite, à un moment, on doit être capable de dire, bon, bah, écoute, si pour vous c'est important, alors ça le devient. Même si ça me dérange. Tout dépend de la limite. Et tout dépend évidemment de ce qui se joue derrière le désir du parent. Mais il faut être capable, à un moment, de transcender ses propres désirs pour être à l'écoute d'une parole qui, même si elle n'est pas totalement justifiée, n'aura pas vraiment trop d'incidence dans ma vie. Parce que quand j'ai une référence claire et que je peux m'inscrire dans la relation amoureuse qui construira mon couple, le reste, c'est au fond pas si fondamental. Même si ça m'énerve, clairement. Mais c'est là où, en effet, on va se poser la question, c'est là, mais est-ce qu'au fond, c'est pourquoi ça m'embête tellement? Vous allez voir que la plupart du temps, ce qui m'embête, c'est pas tant la chose, c'est beaucoup plus le système que le parent veut mettre en place qui me pose problème. C'est-à-dire un système dans lequel je t'impose, je t'oblige. Et c'est ça qui m'embête. Ça veut dire que ma définition de l'indépendance, elle est fonction de la manière dont j'obéis ou dont je n'obéis pas à l'autre. C'est pas ça être indépendant. Être indépendant, c'est d'abord savoir comment je me situe moi dans ma tête. Même si dans un second temps, je suis capable de vivre ce que l'autre me demande parce que pour lui, c'est nécessaire. J'ai presque envie de dire que parfois, en rassurant le parent sur sa place et en étant à l'écoute de sa parole, on lui donne ce dont il a besoin pour peut-être sortir de ce système. Maintenant, il y a des parents enfermants, toxiques. Là, c'est déjà une autre problématique. Il y a des parents qui, objectivement parlant, ne voient dans l'enfant qu'une chose qui est à leur disposition, qu'ils doivent maîtriser totalement. Là, on rentre dans la série « Courage fuyant ». Et en effet, parfois, c'est presque une mitzvah de s'éloigner parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser ses ressources pour se protéger sans arrêt face à une toxicité parentale. Chacun est un cas particulier et il faut évidemment parler avec des personnes qui ont une réelle expérience et non pas une belle parole. Si vous demandez ça à un Rav qui a 35 ans, qui a une belle parole, il n'a aucune expérience. Et je le dis clairement, ça n'en remet rien en cause, ni leur génie, ni leur force, ni ce que vous voulez. Hein. C'est-à-dire que là-dessus, ce qui est important, c'est une expérience de vie, en dehors du savoir. Parce qu'il y a énormément de paramètres qui jouent. Il faut être extrêmement attentif. Quand on demande des conseils de vie, de se rappeler que l'expérience est un élément capital et que l'absence d'expérience ne remet pas en cause la génialité, la gentillesse, tout ce que vous voulez de l'autre, mais l'expérience, c'est un élément qui est fondamental là-dessus. C'est pour ça que nos maîtres, généralement, sont des maîtres qui sont âgés. Parce qu'ils ont, au-delà de leur savoir, une expérience de vie qui est fondamentale. Je ferme cette parenthèse. Je n'invalide personne ici, hein, qu'on n'ait pas une mauvaise lecture. Chas v'shalom. Je dis juste qu'il y a des sujets de vie sur lesquels, c'est comme sur l'éducation, si vous avez des enfants qui sont petits, vous n'avez peut-être pas encore commencé à parler d'éducation, quoi. Et pas parce que vous n'êtes pas bon, pas parce que vous allez dire des bêtises, parce que vous êtes génial. Mais c'est pas si simple. Donc ça, c'est par rapport à cette dimension-là. Maintenant, on a encore quelques minutes. On va continuer encore un tout petit peu sur cela. Donc, dans ces deux domaines-là, on va être
dans cette capacité de savoir faire la part des choses pour tout le reste, mais sur cela, non. De manière ultra concrète, la halakha, la loi juive, va nous dire maintenant comment tu honores. Et dit Machi, Léou, Mashkéou, alors, c'est tout simplement montrer leur importance. C'est-à-dire avoir des postures dans lesquelles je montre que tu es quelqu'un d'important. Quand un parent rentre dans une pièce, on se lève. On ne s'assoit pas à la place qui lui est la place réservée, sauf s'il m'en donne l'autorisation. Papa, est-ce que je peux m'asseoir à ta place? Maman, je peux m'asseoir à ta place. Alors, on va dire, tu peux, et tu peux le faire quand tu veux, c'est fait. Mais, je montre, je suis désolé. Vous êtes ceux qui ont permis à ma neshama, à mon âme, de vivre sur terre. C'est-à-dire, on répond présent à leurs sollicitations. On va les servir, on s'occupe d'eux. Vous savez, je suis un peu plus âgé que vous quand même. J'ai des enfants qui ont déjà votre âge, voire même un peu plus âgés que vous. Et quand vous voyez qu'ils veulent vous servir, entre guillemets, même si vous débrouillez, c'est au fond quelque chose qui nourrit. Parce que ça révèle qu'il y a un lien qui est là. C'est pas juste je suis assis comme un pacha, allez-y, servez-moi. C'est-à-dire, il montre, mais nous sommes conscients que vous êtes les parents et que nous sommes les enfants. Et qu'il y a quelque chose qui se joue là-dedans. Et ça ne va pas passer nécessairement par les cadeaux, mais par des postures. Est-ce que je peux te servir? Est-ce que je peux... etc. Laisse-moi, c'est moi qui vais porter. Ça, je suis capable de porter. Oui, mais ça veut dire que tout simplement, tu es le parent. Tu représentes quelque chose. Et ces choses qui sont parfois très techniques sont là pour révéler aux parents qu'ils représentent quelque chose pour nous. Et très souvent, sachez que les parents qui exigent le respect sont au fond des parents qui n'ont pas suffisamment pris conscience de la place qu'ils ont parce que nous avons oublié de le leur signifier. Et lorsque tu prends le temps de leur signifier, « Maman, je suis là, est-ce que tu veux éventuellement que je te ramène quelque chose? En fait, papa, est-ce que je peux te servir un café? Que sais-je » Ces petites choses rassurent parfois des parents qui doutent de la place qu'ils occupent. Et donc, paradoxalement, va permettre dans un second temps d'avoir une relation dans laquelle ils auront moins besoin d'imposer parce qu'on leur a permis de mieux prendre conscience de la place et de ce qu'ils représentaient à nos yeux. Donc on a ici, comme vous le voyez, maintenant, évidemment, la Torah nous met d'un côté l'homme avant la femme et après la femme avant l'homme pour bien montrer qu'il faut qu'il y ait en effet cet équilibre et qui soit aussi bien du côté du père que de la mère, avec des mots différents, pour montrer que le père et la mère, eh bien, doivent avoir un traitement différent, de par le fait que là, je suis face à un masculin, et là, face à un féminin. Et qu'évidemment, c'est pas la même chose. Vous allez avec votre père ou votre mère quelque part, vous le faites passer devant, vous ouvrez sa porte. Ces petits gestes, mais qui doivent être l'expression de quelque chose qu'on a construit à l'intérieur de soi, parce qu'on a pris le temps de se focaliser sur ce qu'ils nous ont apporté. Parce qu'on a pris le temps de réinscrire cette notion de reconnaissance par rapport à eux. Nous sommes dans un monde dans lequel on a trop l'habitude de voir d'abord les éléments qui ne vont pas. En vérité, ce n'est pas notre monde. Le Rosh Rabbeinu Hacher, qui était un maître du Moyen-Âge, le Rosh dit « Darkan shel abriot, le galot et araot ou le halim et atovot ». Il dit la nature profonde, j'ai presque envie de dire la réalité structurelle de l'être, c'est le galot, c'est de révéler et araot, les éléments qui ne vont pas, ou le chassot est de recouvrir et atovot, les choses positives. En considérant que le positif est normal. Moi, j'ai un jour entendu un enfant qui disait « Je ne vois pas pourquoi je vous dirais merci. Si vous ne vouliez pas vous occuper de moi, il ne fallait pas me faire venir au monde. » C'est très intéressant. C'est-à-dire pour lui, tu as décidé de me donner la vie, assume. Et il en avait une forme de conviction. Et c'est vrai que ce n'est pas simple par la suite. Et quand les parents voient l'enfant, que comme un élément au service de leur propre histoire, ce qu'on appelle en psychanalyse la chosification de l'enfant. Il y a d'autres termes en psychanalyse, je ne vais pas rentrer dans les autres termes qui me plaisent beaucoup moins. Eh bien, cet enfant, et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est l'expression, on va faire un bébé. Non, on ne fait pas un bébé.
C'est des cigognes, c'est pas vrai. C'est le... On ne fait pas un bébé. Le couple vit une relation et il a le bonheur de réaliser qu'on lui confie la possibilité d'amener la vie sur Terre. Un enfant, on le reçoit. Parce que le troisième associé, c'est le créateur de l'univers. Et quelque part, on donne la vie. On permet à la vie d'arriver sur Terre. Et c'est vrai que le fait de faire, quand je fais une chose, j'ai l'impression que j'en ai la maîtrise. C'est moi qui t'ai fait. Vous savez, c'est comme le coach qui dit à l'artiste, c'est moi qui t'ai fait. Tu m'as rien fait du tout. Et donc, je suis le patron. Cette notion de faire, surtout par rapport à un tiers, c'est je suis à l'origine de ce que tu es, et donc tu m'appartiens, et donc j'ai un droit, et donc j'ai une forme de pouvoir. Il y en a un qui disait tout est langage, il n'avait pas complètement tort. Les éléments de langage que l'on utilise ne sont pas banals. Et le fait d'exprimer ça comme ça, on va faire un bébé, ça, non, tu fais rien du tout. Tu vis une vie de couple, tu as une conjugalité, tu as une intimité, et un des fruits de cette conjugalité, en dehors du lien qu'elle crée dans le couple, peut amener la vie. Et les mots que l'on prononce font écho à l'intérieur de nous-mêmes et créent une relation autre chose. D'où l'importance d'avoir des paroles positives, parce que les paroles positives créent un regard positif sur le monde et sur les autres. Parce que le mot au-delà du sens possède une énergie, et cette énergie-là, elle va nous orienter dans une dimension ou dans une autre. Et c'est intéressant. C'est-à-dire de savoir à un moment que pour le parent, en effet, la difficulté va être de penser que l'enfant lui appartient. Et qu'à partir de cela, il en a un plein pouvoir, alors qu'en vérité, un enfant lui est confié. Un enfant est confié à des parents. Et c'est vrai que quand le parent n'a vu dans l'enfant qu'un élément au service de sa propre histoire, c'est pour ça que c'est bon, on en a deux, ça suffit. Ah zut, il faut en faire un troisième parce qu'on a deux garçons, on voudrait une fille. Je ne blâme pas, je n'ai aucune forme de jugement. Mais à un moment, donc, il remplit les cases, c'est bon, on peut s'arrêter. Et ça, vous savez, c'est quoi? C'est un peu la société occidentale, hein, qu'on le veuille ou pas, qui introduit chez nous l'idée que l'enfant est au service de ma propre histoire. C'est pour ça que certains disent, comme il ne va pas bien servir ma propre histoire, j'en veux pas. C'est intéressant de voir ce qui se joue. Et c'est sûr et certain que ça peut avoir des incidences au passage. Et je conclue là-dessus. Il y a quelque chose aussi d'un peu paradoxal dans le monde dans lequel on se trouve. La relation de couple, comme la relation par-enfant, devrait être merveilleuse. La relation de couple, pourquoi? Parce qu'on ne se marie jamais avec la première personne, sauf si urgence. D'accord? On fait des études comparatives, enfin beaucoup font des études comparatives, après font des études à long cours avec la personne qu'ils ont sélectionnée, après utilisent le dictionnaire du non-engagement pour dire que t'es trop bien pour moi, donc j'arrête. À un moment, le courage d'aller jusqu'au bout, décident qu'ils vont se marier au mois de janvier, non, 2027, parce qu'il faut quand même couper le blé pour faire la farine, pour faire les gâteaux, quand même, il faut du temps, d'accord? Donc a priori, ça devient mal aller dans les couples. Tu peux pas dire que quelqu'un d'autre aurait été différent, on a connu plein d'autres. Tu peux pas dire que tu la connais pas, tu le connais très bien, sous toutes ses coutures souvent. Pourtant, c'est de plus en plus complexe. Idem pour les enfants. On en a un, voire deux, trois. Mon épouse, je me rappelle, à l'époque, on en avait 5, après on en a eu d'autres, Baruch Hashem, mais dans une boîte dans laquelle elle bossait, on a dit, vous avez combien d'enfants? Elle dit 5, elle dit, ah, du même père? Du même mari? Oui. C'est bizarre. Et la réponse, elle est, mais si je peux donner la vie, pourquoi je ne la donne pas? Pourquoi nous? C'est intéressant. Je peux donner la vie. C'est merveilleux. Pourquoi je ne la donnerai pas? Alors chacun a peut-être une bonne raison, mais au moins tu te poses la question. Vous voyez, il y a tout un système qui est autour de nous et qui fait que pour le parent, souvent l'enfant est au service de sa propre histoire. L'enfant va le percevoir. L'enfant se rend compte que souvent l'amour est conditionnel parce qu'il ne remplit pas le désir du parent, parce qu'il n'a pas 20 en maths, ou il n'a pas ceci, ou il n'a pas cela. Brusquement, il y a une déception parentale. Et donc, il y a des déséquilibres qui se mettent en place. Et c'est vrai qu'il y a un vrai travail au niveau des parents qu'on ne peut pas les obliger à faire, mais qu'ils devraient faire. On peut les aider en valorisant tout ce qui va, en se mettant en focale sur les éléments qui pour eux sont importants, qui les rassurent sur la place qu'on leur donne, parce qu'on a fait ce travail d'adulte, qui est de regarder les éléments positifs, en le verbalisant, en l'exprimant. Tu sais, maman, j'apprécie beaucoup qu'au fond, tu m'as appris à avoir du goût. Parce que parfois, une maman éduque sa fille ou son fils à avoir du goût. Papa, tu sais, je réalise qu'au fond, ben maintenant,
j'ai plus peur de me confronter à des choses difficiles. Pourtant, ça s'est mal passé de la manière dont il le lui a dit. Mais concrètement, c'est le résultat. J'aurais préféré une autre méthode. Mais quelque part, concrètement, ça m'a apporté des choses. C'est un travail d'adulte aujourd'hui qu'on demande aux enfants de faire. C'est-à-dire de redonner aux parents la conscience de ce qu'ils sont pour leur permettre de ne pas avoir besoin d'imposer pour pouvoir mieux, en effet, proposer. L'erreur à faire au niveau des parents serait de s'inscrire dans une relation que j'appellerais comptoir des cotonniers. Telle mère, telle fille. C'est-à-dire de vouloir créer une forme d'horizontalité relationnelle qui n'est pas possible. Parce que de manière absolue, la relation parent-enfant doit être une relation verticale. On crée une horizontalité au niveau de l'échange. On crée une horizontalité au niveau du partage. Mais quelque part, elle est verticale. C'est pour ça que c'est tellement important de jouer avec les enfants quand ils sont petits, parce que c'est le lieu de la relation horizontale quand tu joues avec eux. Parce qu'il y a lui et toi, toi et lui. Mais la relation, elle doit rester verticale. Il est le parent, je suis l'enfant. Voilà quelques pistes de réflexion sur ce sujet. Je n'ai fait, et ce n'est pas un effet de manche, qu'effleurer la problématique, évidemment. Donc, je vous ai donné des éléments de réflexion. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'évidemment, on va rentrer dans la suite avec vos questions, à vous les questions.